matinale. 7h25, on va parler maintenant des nouveaux traitements pour lutter contre le cancer. 6h04 sur Europe 1, un vaccin prometteur contre le cancer du pancréas. C'est en tout cas l'espoir suscité par les premiers essais d'une étude publiée dans la célèbre revue scientifique Nature. Dans la plupart des cas, les malades ne survivent pas au-delà de 2 ans. Le remède pourrait tenir en 3 lettres, ARN messager pour créer un vaccin sur mesure. Ah ouais! Je suis d'ailleurs en train de me faire vacciner contre le coronavirus avec ce fameux vaccin à ARNM. J'espère que ces acides ribonucléiques messagers me protégeront contre ce méchant Covid. Ce serait effectivement génial si cette jeune technologie pouvait nous débarrasser de la plupart des cancers. Imaginez-vous, la pathologie quasiment incurable, la plus étudiée depuis des centaines d'années, enfin défaite. Aïe! Espèce de mauviette. Par contre, si ce vaccin à ARNM est si prometteur, nous devrions d'abord nous concentrer à l'appliquer sur les cancers les plus mortels, comme par exemple le cancer du pancréas. Allons-y, essayons de répondre à la question si cela est même possible. Étienne Maury, mon chauffeur, m'amène à un endroit spécial. Le gentil monsieur Maury m'a amené dans le corps de Jamie avec son truck. Je me retrouve à essayer de comprendre comment les organes fonctionnent et comment des protéines sont créées. Mais nous parlions avant du pancréas. Où se trouve-t-il? Le voilà, une grande glande quand même. Mais Jamie, comment fonctionne-t-il et à quoi sert le pancréas? Très bonne question, Eric. Effectivement, le pancréas est la deuxième plus grosse glande du corps humain et il effectue plusieurs fonctions pour notre organisme. Essayons de vous montrer le mien. Voici mon système digestif. Nous retrouvons l'estomac, le duodénum et les intestins. Le pancréas, lui, est caché derrière l'estomac et le duodénum. Voici une plus grande coupe. Le pancréas est traversé par un canal nommé le canal pancréatique. Dans cet organe, nous retrouvons les îlots de Langerhans avec les cellules alpha, bêta et delta, mais également des cellules exocrines connues sous le nom de cellules acineuses. Bien dit mon vieux, mais je vais à présent leur expliquer le rôle de chacune de ces cellules dans notre organisme. Vous l'avez compris, le pancréas est constitué de 2 différentes catégories de cellules qui exercent des fonctions dans 2 différents domaines. La régulation endocrine par les cellules des îlots de Langerhans et la sécrétion exocrine par les cellules acineuses. Dans les îlots de Langerhans sont produits des hormones indispensables pour réguler notre taux de sucre dans le sang. L'insuline, produite par les cellules bêta, a un effet hypoglycémant, c'est-à-dire qu'elle réduit le taux de glucose dans le sang. Elle fait cela en stimulant les cellules adipeuses à absorber le glucose pour le stocker sous forme de glycogène. En gros, elle dit au sucre d'aller se cacher. Le glucagon, produit par les cellules alpha, augmente le taux de glucose dans le sang en stimulant la conversion de glycogène en glucose. En d'autres termes, il libère le sucre caché quand notre corps en a besoin. Et dernièrement, la somatostatine, produite par les cellules delta, elle régule la sécrétion de l'insuline et du glucagon. En fait, c'est la chef d'orchestre qui dit aux 2 autres quand s'arrêter. Le pancréas ne s'arrête pas là. Ces cellules acineuses produisent des enzymes digestives qu'il sécrète dans le duodénum pour aider à digérer les nutriments. Ces enzymes finissent toutes par ase et s'occupent chacune d'un différent nutriment. L'amylase pancréatique découpe les glucides en sucre simple. La lipase pancréatique découpe les lipides en acides gras et glycérol. Les protéases découpent les protéines en acides aminés. Et dernièrement, les nucléases découpent les acides nucléiques en nucléotides. Grâce au pancréas, notre corps peut réguler le sucre dans le sang et digérer les aliments pour en tirer toute l'énergie dont il a besoin. N'est-ce pas magique? Pas mal la petite voix, j'ai tout compris.
Et la question qui se pose, c'est comment est-ce que notre corps crée toutes ces enzymes et protéines nécessaires à notre bon fonctionnement? Jamy, Oui. j'ai découvert comment la traduction de protéines fonctionne. C'est super bien fait. Je te montre. Je suis ici dans le noyau d'une de tes cellules, peu importe laquelle elles traduisent toutes des protéines. Nous voyons ici un double brin d'ADN. L'ADN est comparable à une bibliothèque immense contenant toutes les instructions nécessaires pour construire des protéines à l'aide d'acides aminés. Regarde, une ARN polymérase vient de se fixer sur le double brin d'ADN et go! Elle file le long du gène en lisant les différentes bases d'un brin et construit une copie nommée ARN messager. Mémorisez bien la fonction d'une ARN messager à partir de maintenant, car on va l'utiliser dans le vaccin plus tard. Une fois finalisé, l'ARNM sort du noyau et est pris en charge par un ribosome. N'est-ce pas incroyable comment le ribosome lit l'ARN messager et se sert d'acides aminés libres pour assembler la protéine voulue? Oh là là, et tout cela se passe dans chacune de mes 37 trillions de cellules. Avec tout ce qui se passe simultanément à l'intérieur de nos cellules, il n'est pas étonnant que parfois une erreur se glisse dans le code génétique et rende une cellule malfonctionnante. Et cela peut devenir problématique, non? Et oui, surtout quand cette cellule mutée commence à se diviser de façon incontrôlée et cesse de remplir sa fonction initiale. C'est ce qu'on appelle un cancer. Ces cellules cancéreuses peuvent former une masse appelée tumeur et sont capables d'envahir et détruire les tissus sains environnants. Malheureusement, un cancer peut se développer dans n'importe quel organe et ainsi empêcher cet organe d'accomplir ses tâches. Parmi les cancers les plus mortels, on trouve effectivement le cancer du pancréas, plus précisément l'adénocarcinome pancréatique, qui représente plus de 90% de tous les cancers du pancréas. Un adénocarcinome est un cancer qui se forme dans des cellules glandulaires, celles qui produisent du mucus, des enzymes et d'autres fluides. Ces cellules existent dans plusieurs organes, donc un adénocarcinome ne touche pas forcément le pancréas. L'adénocarcinome pancréatique se développe dans les cellules qui tapissent les canaux pancréatiques et produisent des enzymes digestives. Tenez quelques chiffres. En 2020, 496 000 nouveaux cas sont survenus à travers le monde et 466 000 personnes sont décédées d'un cancer du pancréas. Statistiquement, seuls 20% des patients sont diagnostiqués à un stade où une chirurgie est possible et même dans ce cas, le taux de survie après 5 ans n'est que de 20%. En général, tout patient confondu, le taux de survie après 5 ans d'une victime d'un cancer du pancréas est seulement de 5%. Mais pourquoi ce cancer est-il si dangereux? Bonne question. Eh bien, le mauvais pronostic du cancer du pancréas s'explique principalement par deux facteurs. Premièrement, il est souvent diagnostiqué beaucoup trop tardivement. Les premiers symptômes apparaissent lorsque le cancer est déjà à un stade avancé. Deuxièmement, ce cancer peut déjà faire des métastases quand le diamètre de la tumeur dépasse 2 à 3 mm. Il est donc commun que les patients développent un autre cancer avant même de réaliser qu'ils sont victimes d'un cancer du pancréas. Oh là là, mais Jamy, comment ça se fait que les symptômes apparaissent si tard et que ainsi le cancer est détecté si tardivement? Justement les deux, là est toute la difficulté. En fait, il est rarement détecté à un stade précoce à cause de ses premiers symptômes trop communs. Cela s'explique par le fait que les symptômes remarquables de l'adénocarcinome pancréatique sont plus précisément les effets de la tumeur trop avancée sur d'autres tissus et organes. Au début, les patients peuvent ressentir des douleurs abdominales qui irradient vers le dos, de la fatigue et une perte d'appétit accompagnée d'une perte de poids inexpliquée. Cependant, ces symptômes ne sont pas directement associés à un cancer du pancréas. C'est avec la progression de la pathologie que les symptômes deviennent plus remarquables. Par exemple, une tumeur située dans la tête du pancréas peut perturber l'écoulement de la bile, ceci mène à un ictère accompagné de selles sans couleur, d'urine foncée et de démangeaison. Sachant cela, j'aimerais savoir comment aujourd'hui on traite le cancer du pancréas. Je vais donc rencontrer Dr Antonia Diclia, experte hépatobilio-pancréatique et oncologue au CHUV. Toujours, ça dépend du stade de cancer. Comme ça, on a deux grands groupes. La maladie localisée, ça veut dire là où on n'a pas de métastases. Comme ça, on peut offrir une proposition curative avec une chirurgie. Et la maladie métastatique, que malheureusement, on sait qu'on n'est pas curative. Dans la situation où on a une maladie qu'on peut l'opérer, il faut savoir qu'on a la chirurgie avec la chimiothérapie. La chimiothérapie, on le fait soit avant,
soit après l'opération, ça dépend vraiment des critères d'opérabilité du patient qu'on discute chaque fois tous ensemble avec les opérateurs au tumor board. Quand on est en la phase métastatique, le traitement standard, ça reste quand même le jour d'aujourd'hui la chimiothérapie. Comme ça, dès qu'on a un patient avec des métastases, on commence avec la chimiothérapie et en même temps, on fait un petit peu des analyses pointues pour voir si on peut offrir d'autres options thérapeutiques et parce qu'on ne peut pas donner un traitement s'il y a la jaunisse. Ils ont des infections, comme ça, il faut qu'on attende que ces infections soient guéries parce que les chimiothérapies sont immunosuppressives. Comme ça, on ne peut pas les donner, sont contre-indiquées sur certains contextes. Et ça peut faire que les patients sont malheureusement très affaiblis. On ne peut pas donner les bonnes doses non plus de la chimiothérapie. Comme ça, quelqu'un, il faut avoir une bonne fonction cardiaque pour supporter cette chimiothérapie. Il faut qu'il ait une bonne fonction rénale parce que sinon, il risque de faire des complications. Et ça, c'est aussi des limitations qu'on a pour proposer aussi des traitements adaptés aux patients. En parlant des traitements contre le cancer, à côté de la chimiothérapie et de la chirurgie, il y a aussi la radiothérapie. Celle-ci consiste à envoyer des puissantes ondes sur la zone tumorale qui détruisent les cellules cancéreuses. Cette radiothérapie est souvent utilisée dans le cancer de la peau ou du sein car ce sont des organes proches de la surface du corps. Cependant, la radiothérapie n'est généralement pas la première option pour le cancer du pancréas car celui-ci est si profond dans notre abdomen et les ondes détruiraient beaucoup trop de tissus sains. Cela nous amène à la problématique de ce pas sorcier. Le cancer du pancréas est l'un des plus mortels car la chirurgie n'est pas possible pour la plupart des patients et les traitements classiques fonctionnent très mal. C'est ce triste sort des patients qui nous a interpellés et nous a motivés à poser une problématique sur ce sujet pour notre travail de maturité. Les nouveaux vaccins à ARN messager suscitent beaucoup d'espoir car ils ont un grand nombre d'avantages théoriques sur les thérapies classiques. Cependant, ces vaccins ne sont pas encore assez développés pour être considérés comme une solution contre l'adénocarcinome pancréatique. Un certain nombre d'obstacles barrent encore la route et nous souhaitons identifier lesquels et comprendre pourquoi il n'y a pas encore de solution pour ces derniers. La problématique est donc la suivante. En quoi les vaccins à ARN messager pourraient-ils être la solution du futur dans le traitement du cancer du pancréas et quels sont les défis actuels à surmonter qui empêchent la percée de ce traitement? Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre comment ce vaccin fonctionnerait dans un monde parfait sans obstacle. Les médecins prélèvent un morceau de la tumeur par biopsie et identifient ensuite les néoantigènes spécifiques exprimés par les cellules cancéreuses. Ensuite, les ARN codants pour ces néoantigènes spécifiques sont produits en laboratoire et injectés au patient. Dans le patient, plein de cellules dendritiques circulent. Ces cellules agissent comme un prof qui apprend aux lymphocytes à détecter un certain pathogène. Ainsi, les brins d'ARN messagers sont traduits, comme on l'a vu avant, par les cellules dendritiques et celles-ci exposent le néoantigène spécifique à la tumeur. Jouant un rôle de messager, ces cellules présentatrices d'antigènes migrent vers les ganglions lymphatiques où résident des lymphocytes T dormants. Elles présentent ensuite le néoantigène à ces lymphocytes T. Une fois le message transmis, les lymphocytes sont activés et se multiplient. Les lymphocytes T mémoire restent dans les ganglions et sauvegardent les informations sur ce cancer spécifique, tandis que les lymphocytes T cytotoxiques se mobilisent et viennent détruire la tumeur. Finalement, les macrophages rangent les débris du combat et l'humain est sauvé. Pas mal! Ce vaccin est vraiment ingénieux. Nous voulons maintenant répondre à la première partie de la problématique. Quels sont donc les avantages de cette nouveauté par rapport à des anciens traitements? Eh bien, voici les avantages soulevés par deux spécialistes, l'oncologue que vous connaissez déjà, et un expert en bioproduction de thérapie génomique. Et on a eu ces derniers temps des données par rapport à la nouvelle technologie des vaccins qui est très, très promoteur parce qu'il induit une réponse spécifique pour la maladie qu'on aimerait. Et ça, c'est la première fois qu'on a démontré que c'est faisable dans le cancer du pancréas, qu'il nous donne beaucoup, beaucoup d'espoir par rapport au futur. Les expériences qu'on a jusqu'à maintenant, c'est que les vaccins sont vraiment sécures.
on n'a pas des effets secondaires majeurs, rien à faire avec des effets secondaires que nous, comme oncologues, on connaît avec la chimiothérapie. On peut dire actuellement avec une sécurité que ça fait partie des approches thérapeutiques contre le cancer des plus sécures qu'on a à disposition. Le bénéfice de cette technologie, c'est qu'on parle d'une thérapie personnalisée parce que ces vaccins, c'est pas les mêmes pour monsieur tout le monde. And that's why mRNAs are so attractive as vaccines, because now you're teaching your own body to make this stuff. You're not giving an external medicine to the body, but you're teaching the body to make its own medicine. Personalized mRNA therapies is not that expensive. Oh, that's No. good. It will be much, much cheaper. The attractiveness is that an mRNA therapy would just mean going to a health center and a nurse giving you an injection and you getting into your car and going home. So it takes 2 or 3 minutes of a nurse's time, and that's it. The healthcare systems will benefit a lot from these kind of therapies for cancer. Tous ces avantages semblent magiques, mais on le sait, dans la pratique, c'est jamais aussi facile. Dans l'essai clinique de BioNTech publié en 2023, le vaccin ARNM a été testé pour la première fois dans le cadre de l'adénocarcinome pancréatique. Au total, 16 patients ont reçu une chimiothérapie de référence pour le cancer du pancréas, ainsi qu'une combinaison d'un vaccin ARNM avec des anticorps monoclonaux. Comme vous voyez dans le graphique, la moitié des patients ont montré une réponse immunitaire impressionnante et n'a pas développé de nouvelles tumeurs même après 24 mois, tandis que l'autre moitié n'a pas eu de réaction immunitaire majeure et des récidives sont apparues au fil des mois. Mais qu'est-ce qui retient le vaccin de fonctionner chez tous les patients? Alors, il faut qu'on travaille beaucoup pour voir pourquoi il y a quelques personnes qui ne font pas de réponse au vaccin. Est-ce que c'est lié avec le micro-environnement de la tumeur? Est-ce qu'il a fait, quand la tumeur il est revenue, il a fait d'autres mutations de résistance, comme ça, il n'avait pas les mêmes caractéristiques que la tumeur initiale? Est-ce qu'il y a eu, c'était la chimiothérapie qu'il a reçue avant, qu'il y a eu un impact, qu'il a affaibli le système immunitaire? Après, comme on avait dit, la tumeur du pancréas, c'est vraiment une tumeur très difficile parce qu'il a cet environnement desmoplastique. Ça veut dire les cellules tumorales sont bien cassées. Ok, Dr Diclia nous a donné pas mal de pistes pour les limites thérapeutiques du vaccin. Commençons par la structure desmoplastique des tumeurs pancréatiques. La desmoplasie ressemble en fait beaucoup au bœuf wagyu, avec ses différents tissus entrelacés et hétérogènes. Vous devez penser que je suis complètement fou, mais vous comprendrez mieux au microscope. Regardez cette structure complexe et hétérogène où les amas tumoraux, denses et foncés, sont entremêlés avec un tissu conjonctif constitué de collagène, de fibroblastes et certains tissus encore sains. Cette structure donne à la tumeur une consistance ferme et mal irriguée qui empêche les cellules immunitaires de pénétrer la tumeur. Étant donné que le vaccin ARNM n'attaque pas directement la tumeur mais stimule le système immunitaire à le faire, cette barrière physique réduit l'efficacité du vaccin. Dr Diclia nous a également parlé de certains patients avec un système immunitaire affaibli. À présent, nous savons que l'efficacité de ces vaccins dépend de l'état du système immunitaire. Et si celui-ci est trop faible pour répondre, que ce soit à cause d'une chimiothérapie ou d'une faiblesse générale, le vaccin est plus ou moins inutile. Une autre limite thérapeutique soulevée par Dr Diclia est la variabilité génétique. En effet, au sein de la même tumeur, des nouvelles mutations peuvent apparaître. Le vaccin peut bien fonctionner et activer les lymphocytes T qui reconnaîtront les cellules cancéreuses afin de les détruire. Cependant, si de nouvelles mutations exprimant des néoantigènes différents surviennent, les lymphocytes T seront incapables d'attaquer les cellules mutantes. Finalement, un obstacle majeur pour beaucoup de thérapies, le micro-environnement tumoral immunosuppressif. Il est composé de nombreux types cellulaires différents, y compris les cellules cancéreuses, une grande variété de cellules immunitaires et des cellules de soutien structurel comme les fibroblastes. Vous vous en rappelez certainement de la desmoplasie.
Dans le TME, les cellules cancéreuses utilisent des mécanismes pour échapper à la réponse immunitaire ou même la bloquer, ce qui rend le cancer presque invisible au système immunitaire et permet aux cellules tumorales de se développer librement. Essayons de comprendre le rôle des principaux acteurs immunosuppressifs dans le TME. Voici notre tumeur. Elle se protège du système immunitaire à l'aide de cellules immunitaires. Je sais, c'est corsé. Prenons d'abord les macrophages. Normalement, ce sont des cellules phagocytaires qui ingèrent les pathogènes pour nous protéger. Mais dans le TME, la tumeur envoie des messages chimiques appelés chimiokines, ici les jetons jaunes, qui attirent et transforment les macrophages qui deviennent des TAM, des macrophages associés à la tumeur. Ces TAM libèrent alors des cytokines, ici le jeton rouge, comme le TNF-alpha, l'IL-6 et le VEGF, qui stimulent la croissance tumorale. Les neutrophiles, un autre type de cellules phagocytaires, sont aussi attirés dans le TME par les chimiokines. Tout comme les TAM, ils finissent par s'associer à la tumeur et deviennent des TAN. Ces deux types de cellules dégradent la matrice extracellulaire, cette structure desmoplastique dont on a déjà parlé, au sein du cancer, facilitant ainsi la croissance de la tumeur. Pire encore, elles sécrètent toutes les deux des PDL1 et 2 qui bloquent l'action des lymphocytes T en se liant à leur récepteur PD1 comme vous le voyez ici. Cela nous amène à deux autres grands freins de lymphocytes T, les cellules myéloïdes et les cellules T régulatrices. Les MDSC produisent des molécules comme l'arginase et des ROS qui limitent la prolifération des lymphocytes T, réduisant ainsi leur nombre. Quant aux Tregs, leur rôle est normalement de réguler les lymphocytes T, soit en les activant, soit en les freinant si besoin. Mais le TME attire trop de Tregs, qui inhibent alors les lymphocytes T en libérant des molécules comme la CTLA4, l'IL-10 et le TGF-bêta. Enfin, nous avons les mastocytes, connus dans les réactions allergiques, également attirés par les chimiokines. Ils libèrent de l'IL-13 et de la tryptase, qui augmentent l'inflammation, ce qui favorise la croissance tumorale. Voilà, vous avez vu comment le TME détourne nos propres défenses pour se protéger. Il est très malin quand même. En fait, les obstacles thérapeutiques qui diminuent l'efficacité des vaccins ARNM, il y en a des milliers. Nous avons juste relevé les catégories d'obstacles majeurs. Cependant, jusqu'ici, nous avons seulement parlé des problématiques par rapport à l'efficacité des vaccins. Mais y a-t-il des difficultés au niveau de leur production? So we have to get, like you said, technologically get to a place where this small volume of liquids can be handled like we know how to handle liters of liquid. We need to learn how to do that at very small scale. The process that we have on the screen, that process would make less than a milligram. There are clinical trials going on where the doses are as small as 20 or 30 micrograms. It's a very small dose. There's just 30 micrograms of mRNA in it. So Okay. the blue part, the upstream part, is to get the mRNA. Now it is in this mixture, which is not very pure. The downstream part, the gray part, is all about purifying it to get it in the desired purity levels and desired quality of the product and desired quantities, because you need a certain number of doses. Your main question is, what is the production challenge? Well, these are the challenges. At this scale, you want to do it at personal scale. So the liquid that you're handling is 50 milliliters or 100 milliliters. There's no good equipment available to do this in a standardized way like an industry wants. Right? What does the industry want? Industry wants high quality. Industry wants standardization of the process of doing the thing, and industry wants yield. The challenge exists for the in vitro transcription process for creating mRNA, where you add nucleic acid material plus the enzymes that make mRNA and elements like magnesium and so on. Now, the filtration process, there are equipment available for filtration. Filtration is no secret. We know, we have been doing this for 30, 40 years. We know how to do this. But how to do it for 200 milligrams of mRNA? You have 2 tablespoons of liquid in your hand now in a small little bag. How do you make sure that
you get all the mRNA in it out. We know how to do the process. We have equipment at bigger scale, but we don't have equipment at this tiny little scale. Then next is the third gray box is chromatography. Chromatography in very simple ways is a process that separates materials from each other. So we know a lot about chromatography. We know pretty much all about chromatography. The problem in this workflow is that to purify 10-20 milliliters, we don't have any equipment. The scale is the problem in 2 or 3 of those steps. The in vitro transcription phase, the filtration step, and the chromatography step. Ok, nous avons relevé tous les obstacles majeurs, qu'ils soient dans la production ou dans l'efficacité des vaccins à ARNM. Mais certains de ces obstacles sont surmontables. Voici comment Dr. Halaman s'imagine les thérapies du futur contre le cancer. Die Krebstherapie der Zukunft kann man sich so vorstellen, dass verschiedene Komponenten zusammengefügt werden müssen, wie mit einem Cocktail, den man zusammenstellt. Un cocktail dont la composition dépendra de la forme de cancer, des mutations qu'il présente, des stratégies de défense dont il se sert et de la réaction du système immunitaire du patient. Car ça aussi, c'est très personnel. Dans ces cocktails pourront être ajoutées des thérapies à anticorps monoclonaux qui bloquent l'interaction entre l'antigène PD1 sur le lymphocyte T et l'anticorps PDL1 libéré par le micro-environnement tumoral. Comme vous le voyez sur cette image, bloquer PDL1 ou PD1 permet au lymphocyte T de tuer les cellules tumorales. De cette manière, les mécanismes d'évasion immunitaire sont contrôlés. Je vous avais raconté que la structure desmoplastique gêne l'accès du système immunitaire à la tumeur. Eh bien, des recherches sont en cours pour l'utilisation de peptides capables de rompre la matrice extracellulaire ou même d'inhiber la production de collagène. Ainsi, le système immunitaire aura un accès facilité à la tumeur. De plus, rappelons-nous, seuls 20% des patients diagnostiqués avec un cancer du pancréas sont opérables. Pour les autres, il est difficile de faire une biopsie, donc de prélever un morceau de la tumeur afin de détecter les néantigènes spécifiques. Et bien là aussi, on peut s'attendre à des biopsies non chirurgicales dans les prochaines années. Des recherches sont en cours pour une détection de ces néoantigènes dans des vésicules libérées par les tumeurs dans le sang. Ok, il est déjà l'heure, il faut faire la conclusion. Les vaccins ARN nous ont et vont encore beaucoup nous apprendre sur notre système immunitaire. Les premières études cliniques ont déjà réussi à 50% et les vaccins ARN ont déjà montré une énorme efficacité dans le mélanome. Cependant, il est important de ne pas considérer ces vaccins comme une solution miracle qui nous permet de gagner le combat contre le cancer. C'est en les associant à d'autres traitements qui pourront représenter une avancée majeure dans cette lutte. Restons patients, peut-être qu'un jour, certains cancers figureront dans le carnet de vaccination.